Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'AJT, l'autre journal télévisé. Aujourd'hui encore, nous allons explorer ce que la littérature jeunesse fait aux enfants. Cette fois-ci, des grands enfants, les adolescents, avec des collections de livres de fiction ancrés dans le réel. Nous avons invité Karine Van Wormoed, qui est éditrice chez Albin Michel, à la tête d'une collection qui s'appelle Destin, et Bruno Doucet. Bonjour. Auteur, poète, éditeur, qui va venir nous parler de cette magnifique collection qui existe depuis plus de 10 ans, Ceux qui ont dit non, chez Actes Sud Junior. Oui. Avant cette discussion, je vous propose une petite promenade au Grand Marché de la Petite Édition avec notre rubrique Jour de marché, Bang Ediciones, une maison d'édition franco-espagnole, et Léa Jaillard. Moi, je suis éditrice chez Bang Édition, qui a lancé en 2008 en France sa collection de BD jeunesse Mammouth, qui vise à favoriser la lecture par le biais de la bande dessinée. Donc le but, c'est d'offrir des bandes dessinées pour tous les âges et pour toutes les sensibilités du jeune lecteur. Donc ça commence par une collection de BD muettes à partir de 3 ans qui propose des bandes dessinées entièrement muettes. Donc le but, c'est vraiment d'apprendre à l'enfant à se familiariser avec le format de la bande dessinée, tout en pouvant lire de manière complètement autonome, sans avoir besoin d'être aidé de ses parents, de son frère et de sa sœur, etc. On a ensuite la collection Mammouth 6+, qui est vraiment destinée aux tout jeunes lecteurs, donc qui apprennent à lire, avec une graphie qui est appropriée pour un lecteur qui n'est pas encore habitué à la lecture. Puis une collection Mammouth 9+, donc là de bandes dessinées qui commencent à être de vraies bandes dessinées jeunesse, donc un petit peu plus avec plus de texte, avec des trames narratives plus complexes. Donc le dernier titre, c'est Manu, surprise à la maison, de Edgar Ossia et Diego Arandoro. Et voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon en fait qui voit sa petite sœur arriver à la maison et qui veut jouer le rôle du grand frère. Et puis finalement, on va se rendre compte que la petite sœur n'a pas vraiment besoin de son grand frère pour se débrouiller toute seule et que c'est plutôt lui qui a du mal à la suivre dans ses aventures. Retour sur le plateau. Bruno Doucet, je le disais tout à l'heure, vous êtes poète, éditeur aussi. Votre maison d'édition porte votre nom. Et vous êtes l'auteur de nombreux titres dans la collection Ceux qui ont dit non chez Actes Sud Junior, qui est une collection qui existe depuis une dizaine d'années. Oui, une douzaine d'années. Elle a été fondée par Muriel Zac avec un objectif avoué qui était de réconcilier les ados et la politique et l'engagement. Voilà. Et c'est une collection de romans historiques consacrés à des hommes et des femmes qui, dans l'histoire, se sont un jour levés pour dire non à ce qui leur semble inacceptable. Alors c'est par exemple le nom de Jean Jaurès à la guerre, un roman de Didier Deninx, le nom de Victor Hugo à la peine de mort, un roman de Muriel Zac, ou le nom de Victor Jara, le chanteur chilien, à la dictature. C'est le premier titre que j'ai écrit dans cette collection. Alors vous avez écrit de nombreux titres. Pablo Neruda, Non à l'humanité naufragée. Federico Garcia Lorca, Non au franquisme. Gustave Courbet, Non au conformisme. C'est un collectif. Nous étions 4 pour écrire ce livre dans la maison de Gustave Courbet. Elsa Solal, Maria Poblete, Muriel Zac et moi-même. Elsa Solal, qui est l'autrice du tout dernier paru sur Joséphine Baker, Non au stéréotype, bien sûr. Alors Bruno, quand on est poète et auteur, comment est-ce qu'on s'engage aussi dans une collection comme celle-ci qui s'adresse à des enfants, je crois, à partir de 10 ans? À partir, collégiens, disons. Des collégiens. Voilà. Et puis on se rend compte aussi on est lu par de nombreux adultes. D'abord, on s'y engage avec des convictions. On s'y engage aussi avec la conscience claire des liens qui nous unissent aux personnages que l'on va aborder. Je crois il faut qu'il y ait une... Par exemple, moi, vous voyez, j'ai écrit plusieurs livres sur des poètes qui ont été assassinés. Donc c'est mon travail d'éditeur. Je publie comme éditeur des gens qui viennent de Syrie, qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent de partout dans le monde et qui parfois ont connu la prison ou qui ont fui un régime autoritaire. Donc je sais ce qui est ma responsabilité d'éditeur dans ce domaine. Et là, le fait de me consacrer à des poètes qui parfois ont donné leur vie pour défendre des valeurs, ça a un sens particulièrement fort. Je pense à Aloun Esmatou, par exemple, le chanteur kabyle, qui dit non à la dictature algérienne, mais aussi à l'islamisme, au fanatisme religieux. Et alors, ce qu'on peut aussi préciser, c'est qu'il y a donc un récit d'une centaine de pages, un peu moins, 80. À peine, un peu comme une grande nouvelle, très scénarisée.
parfois avec un rythme haletant. Je sais que, par exemple, Lounès Matoub, Non au fou de Dieu, il est écrit un peu comme un thriller. Et puis ensuite, il y a un dossier à caractère presque journalistique, intitulé « Eux aussi, ils ont dit non », qui montre au fond l'actualité du thème. Cette collection compte une 50aine de titres, je le disais, exactement. Tous rassemblés depuis une dizaine d'années sous cette bannière que je trouve particulièrement... Enfin, ceux qui ont dit non, c'est assez éloquent en termes d'engagement. Avec les magnifiques couvertures de François Roca. Ah oui, c'est vrai. Voilà, il faut le signaler. Quand même, elle frappe... rassemble... Oui, elle frappe vraiment l'esprit de ceux qui les découvrent. Vous êtes aussi l'auteur de Ne pleure pas sur la Grèce, qui vient de paraître donc dans votre maison d'édition, qui est recommandé pour le coup à partir de 16 ans. Oui, c'est ça. Il est rentré dans la sélection des White Ravens, donc j'en suis très heureux et chaudement recommandé pour des lecteurs de plus de 16 ans. Alors c'est aussi un roman dans lequel je tisse deux fils. Le fil de la réalité historique, celle de la dictature qui a abattu la démocratie grecque le 21 avril 1967. Et donc ce fil historique, je le tire pour raconter ce qui se passait dans les camps, notamment pour les artistes, les sympathisants de gauche, les êtres engagés, mais surtout les artistes, et notamment le musicien Mikis Theodorakis et le grand poète grec Yannis Ritsos. Donc là, il y a un fil qui est fortement documenté. J'essaye de m'approcher le plus possible de ce qu'on pourrait appeler une forme de vérité historique. Et puis, il y a un deuxième fil, né de mon imagination. C'est l'histoire d'un jeune Français, Antoine, amoureux d'une Crétoise qui s'appelle Fotini et qui a été enlevé, arrêté lors d'une manifestation. Et il va partir à sa recherche. Et évidemment, je ne vais pas en raconter davantage, mais il est mis sur le chemin qui le mène vers la découverte de la poésie et du grand poète Yannis Ritsos. Et alors voilà comment le métissage entre le réel et la fiction se font dans des collections comme celle-ci. Karine, vous venez nous présenter cette collection donc, qui existe depuis 2017 chez Albin Michel, qui s'appelle Destin. Comment est-ce qu'elle est née? Quelle est l'histoire de cette collection? Et puis, quels sont les titres dont vous souhaitez nous parler aujourd'hui? Alors Destin est né grâce à une autrice, en fait, grâce à Natacha Henry, qui a publié chez nous l'histoire incroyable de Marie Curie, mais surtout de sa grande sœur. Et parce qu'en fait, on s'est aperçu, enfin, on a découvert grâce à Natacha Henry que Marie Curie toute seule, enfin Marie, avant qu'elle s'appelle Curie, elle serait jamais venue en France, elle n'aurait jamais étudié la physique. Elle a été tirée par sa grande sœur grâce à un pacte qu'elles avaient passé. Donc Bronia est venue étudier en France, est devenue l'une des premières gynécologues en France, et ensuite a fait venir sa petite sœur pour qu'elle apprenne la physique, en lui bottant un peu les fesses, parce que Marie avait eu un gros chagrin d'amour, elle voulait plus venir en France. Sachant que la Pologne était à l'époque évidemment sous le joug russe, hein, donc elle ne pouvait pas étudier dans leur pays. Et en fait, on s'est dit, mais c'est incroyable quand même de voir à quel point il y a des fils qui se tirent, il y a des mains qui se tendent, il y a des coups de pied qui se mettent un peu aux fesses. Et en fait, ces gens-là, ces gens inspirants, ces gens extraordinaires, à la base, c'est des ados comme tout le monde. Et après, il y a le destin et ce qui arrive, grâce aux passions, aux combats, aux rages aussi, qui sont nées dans l'enfance et dans l'adolescence. Donc autour de ce livre extraordinaire de Natacha Henry, on a créé une collection qui du coup s'attache à la jeunesse de personnalités extraordinaires et inspirantes, et à leur adolescence notamment. Donc on s'arrête quand ils sont assez jeunes en fait. Il s'agit de voir comment, dès leur plus jeune âge, il y avait déjà ce germe peut-être de ce... Comment c'est né, pourquoi, et après, qu'est-ce qu'on en fait en fait, et pourquoi on a une rage intérieure qui va faire qu'on va devenir cette grande femme ou ce grand homme. Mais finalement, on est tous un peu pareils, et il y a une colère qui va naître, et du coup un destin qui va grandir, mais il y a des mains qui se tendent, et tout seul, on n'y arrive pas en fait. Donc on voulait montrer aux ados d'aujourd'hui que tout est possible en fait, que ces personnages extraordinaires qui les font rêver ont été comme eux, et puis qu'ils ont su prendre des mains qu'on leur a tendues. Donc on s'attache vraiment à la jeunesse de ces personnages. On s'arrête assez tôt, nous, en fait, parce que c'est là que les combats, les rages naissent, en fait, souvent, les passions aussi, donc les engagements. Donc c'est là où... Et ces personnages, après, vont faire bouger les lignes, dire non, comme dans la très belle collection que j'aime beaucoup, dans laquelle vous écrivez. Et on va, après...
un peu moins les suivre, nous, puisqu'on sait qu'on peut retrouver leur destin, leurs histoires après dans d'autres collections de biographies. Alors Bronia, c'était un autre temps, mais il y a des personnages, on peut dire personnages, mais des personnalités en tout cas tout à fait contemporaines, puisque le dernier titre de Fabrice Collin s'attache à la jeunesse de Michelle et Barack Obama. Ouais, voilà. On voulait. Alors, c'est 2 personnages qui sont en train de devenir des mythes, hein, évidemment, les Obama. Et tout le monde sait, tout le monde connaît leur parcours aujourd'hui. Et nous, on voulait aussi montrer qu'ils avaient été des enfants et des ados comme tout le monde. Et c'est amusant parce qu'eux, ils ont vraiment des vies très différentes. Michelle, elle est descendante d'esclaves, donc dans les États du Sud des États-Unis. Et Barack, pas du tout. Lui, il est né d'un mariage mixte, d'un père il n'a pas connu la même ségrégation, il n'a pas la même histoire, en fait. Et en fait, il est plutôt moins brillant que sa future femme. Et donc, c'est assez amusant de montrer ça, en fait, que lui, il est un étudiant plutôt moyen, qu'il est un peu paresseux et qu'il va... lui, c'est un petit peu le hasard qui va l'amener à devenir le futur grand président, et surtout sa rencontre avec Michelle, qui, elle, dès le début, a des ambitions extrêmement fortes portées par sa famille. Donc voilà, on voulait raconter ça. Et puis l'autre titre qui vient de paraître, Le chemin de la liberté, Jennifer Richard. Voilà, alors lui, Booker T. Washington, c'est un personnage absolument extraordinaire. C'est un enfant qui est né esclave sur une plantation des États-Unis. Quand il a 9 ans, c'est la fin de la guerre de sécession, donc il est libéré et il se retrouve sur les routes avec sa famille, ce qui existe de sa famille, parce que la notion de père n'existe pas dans les plantations. Le père, c'est le maître, en fait. Donc il se retrouve dans une ville un peu plus au nord à travailler à la mine, 9 ans, avec son frère, sa sœur et sa mère. Il a des journées absolument harassantes, évidemment. Mais lui, il se dit... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une clé pour l'émancipation de mon peuple, c'est l'écriture. Enfin, c'est en tout cas d'apprendre à lire et de m'instruire. Donc après ces journées à la mine, il va à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Et ensuite, à l'âge de 16 ans, il entend vaguement parler d'une école qui serait ouverte aux Noirs libres, qui serait à 800 km de là. Il dit, je vais y aller, je vais voir si je peux m'instruire là-bas. Et donc, il fait 800 km à pied quand même, en se cachant évidemment du Ku Klux Klan qui est très menaçant. Parce qu'il a l'impression vraiment que c'est une clé, et ensuite il va fonder une école, il va devenir l'un des leaders politiques afro-américains qui vont faire naître des lois en fait, qui vont permettre l'émancipation, même si le combat n'est pas fini aujourd'hui. Donc c'est vraiment des gens extraordinaires par ce qu'ils font, mais qui à la base sont comme tout le monde. Donc c'est vraiment 2 collections qui, chacune dans leur genre, donnent du souffle aux adolescents pour grandir et s'inspirer. Je vous propose de voir aussi comment Lucas Scholtes, jeune auteur d'une première BD Solstice à l'employé du mois dans la rubrique À suivre, va vous présenter son travail. Alors, premier indice pour ma BD Solstice, je dirais c'est le mot grille, en fait, donc quelque chose qui représente à la fois quelque chose de contraignant, mais en même temps pratique. C'est un symbole qu'on retrouve quand même pas mal de fois dans la bande dessinée. J'essaie de trouver un passage, mais... donc c'est vraiment une symbolique que j'ai voulu creuser, donc avec par exemple ce carrelage ou tout simplement avec le grillage qui peut séparer aussi des différentes choses qu'on retrouve dans l'histoire. Comme deuxième indice, je pense que je dirais la fuite, parce que mine de rien c'est une BD où il y a quand même pas mal d'action. Mais c'est aussi une fois de plus dans la symbolique en fait qu'il y a une espèce de fuite de la société, en fait, de ces 2 jeunes qui décident de fuir un peu le bac et pour un peu s'aérer la tête, pour réfléchir sur comment ils vont faire leur choix pour leur avenir. Et comme troisième indice, je dirais Iggy Pop musclé, mais celui-là je le détaillerai pas plus. Mon mobile, j'ai commencé à dessiner un peu comme tout le monde qui avait un peu des facilités là-dessus. C'était un peu un moyen de se démarquer. Puis ensuite, en y réfléchissant beaucoup plus, je me suis vraiment mis en fait à être persuadé que la bande dessinée c'était un médium vraiment idéal en fait pour regarder une histoire, admirer une histoire. Prendre le temps en fait d'observer les choses, que contrairement à un film ou autre chose, il pouvait y avoir ce côté de contemplation en fait où on peut s'arrêter quand on veut sur les images et en même temps avoir cette narration. Et votre mode opératoire, du coup, je dirais
très efficace. En fait, je prépare vraiment tout à l'avance et le moment venu de dessiner, c'est hop, dessin, une planche en une journée, la couleur, scanner, tout ça, et essayer vraiment de s'appliquer à quelque chose de très carré en fait. Mes complices, je dirais déjà mes éditeurs et aussi ma mère qui ont quand même pas mal corrigé toutes les fautes que j'ai pu faire dans la BD, mais aussi tous mes amis qui relisaient mon histoire et me donnaient des conseils là-dessus, et aussi mes professeurs parce que mine de rien c'était un projet de diplôme à la base. Mon prochain coup, c'est une BD qui va se passer dans les catacombes de Paris avec des monstres, mais j'en dis pas plus. Retour sur le plateau pour nous dire au revoir. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ces collections pleines d'élan pour les adolescents. Et on se retrouve demain pour le dernier agité autour des fictions courtes, toujours pour les ados. À demain, bonne journée. Merci.